Je suis Philippe Rogel, je travaille au CERFAX, qui est un institut qui est situé à Toulouse sur le site de Météo France. Et, je travaille sur la modélisation du niveau de la mer et je remercie les organisateurs de cette session de m'avoir invité à venir parler de manière, j'espère, un petit peu didactique sur la manière dont le niveau de la mer est représenté dans les modèles de circulation générale de l'océan et en particulier du climat. Alors c'est un petit peu une présentation qui fera peut-être, j'espère, le lien avec ce qui a été montré hier sur des choses plus locales. Et une des motivations que j'ai suivies en préparant cette présentation, c'est de me demander déjà quel type de physique est représenté dans ces modèles. Et pour continuer un petit peu, donner quelques éléments pour voir jusqu'à quel point on peut utiliser les modèles de projection climatique pour les comparer aux observations locales des marégraphes et aussi des éléments sur la représentativité de ces projections aux échelles régionales et locales. Alors, il a été beaucoup question jusqu'ici du niveau moyen global de l'océan, hein, les contributions des différentes types de phénomènes climatiques ou de couplage avec d'autres compartiments du système climatique. Dans cet exposé, mon objet principal, c'est pas le niveau moyen, c'est plutôt la manière dont le niveau de la mer évolue régionalement. Alors, trois parties principales, hein. Des concepts généraux, quelques équations, il en faut bien, puisqu'on parle de modèles, en me basant sur le modèle principal qui est développé en France pour ces applications-là, le modèle NEMO, qui est utilisé en recherche et en opérationnel. Des exemples tirés des rapports IPCC, hein, ou plus exactement des expériences qu'on appelle CMIP, Coupled Model Intercomparison Projects, qui sont des expériences coordonnées internationales qui sont définies de manière précise en amont de la rédaction des rapports de l'IPCC, du GIEC, avec un focus sur le traitement des incertitudes. En troisième partie, c'est un petit peu plus prospectif. Je parlerai de la variabilité interne océanique et les questions qui se posent actuellement pour la préparation du prochain exercice de ce type-là. Alors si on imagine un petit peu à quoi ressemble l'océan et comment on fait pour modéliser le niveau de la mer, donc vous avez la surface de l'océan qui est située ici. Le zéro, c'est le géoïde que Benoît a montré dans son exposé. Et donc on regarde comment le niveau de la mer, le géoïde, c'est la surface d'équilibre de l'océan, s'il était au repos et s'il était homogène. Donc les diverses variations de paramètres physiques de l'océan, les courants, la densité, etc., vont contribuer à la variation de ce niveau de la mer. Et l'autre contributeur, c'est les échanges de flux, de masse, avec l'atmosphère, qui sont symbolisés ici par ces flèches. Donc l'équation simple à la surface, hein, c'est la dérivée particulière de la hauteur de la mer et la vitesse à la surface et les flux de masse. En utilisant une autre équation, l'équation de continuité, on arrive à une équation de ce type-là, où on est capable d'isoler la tendance du niveau de la mer, la tendance temporelle du niveau de la mer en chaque point de l'océan, enfin chaque point de la surface de l'océan, comme étant un terme que l'on peut calculer à partir des équations d'état. Et donc on est capable de décrire un schéma temporel qui permet de calculer le niveau de la mer à chaque instant, à partir d'un instant donné initial. Alors il y a plein d'autres choix qui doivent être faits lorsqu'on fait un modèle comme ça, notamment lorsque on choisit de discrétiser la hauteur de l'océan, donc la manière dont on va décrire numériquement l'océan sur la verticale. Si on est dans un cas de l'océan hauturier, c'est-à-dire que la hauteur la profondeur de l'océan est très très supérieure aux variations qu'on attend du niveau de la mer, et bien dans ce cas-là, ce qui est choisi hein, dans ce modèle-là, c'est de prendre une maille de surface de hauteur variable, ce qu'on appelle la surface libre simple, hein, un papier de Roulet et Madec.
Et on peut, avec des choix un petit peu des choix ultérieurs, on peut raisonnablement penser qu'on va modéliser un certain nombre de ces différents phénomènes qui sont ici classés en termes de fréquence. Hein. Donc on part des vagues, des marées, des tourbillons, le phénomène saisonnier interannuel jusqu'au phénomène séculaire du changement climatique. Eh bien, si on fait quelques choix, on peut se limiter, dans le cas du modèle qui est utilisé de manière courante ici, à ces trois paramètres-là. Hein, on va jusqu'au tourbillon. C'est ce qui est fait dans la... alors j'avais une animation là, mais elle est juste, elle marche pas, c'est pas grave. C'est ce qui est fait par Mercator, qui est un des opérateurs opérationnels du modèle NEMO, dans des configurations avec des résolutions horizontales qui permettent de décrire des tourbillons, soit au quart de degré, soit au douzième de degré, et dans des modes différents, donc des modes de prévision dans lesquels c'est le modèle lui-même qui tourne pour essayer de prédire les quelques jours ou les quelques semaines qui viennent, mais également dans un mode où on l'utilise pour ingérer l'information observée, c'est ce qu'on appelle le mode assimilation, soit en temps réel, soit en réanalyse, spécifiquement pour les questions de climat. Alors, Mercator est un système opérationnel qui a vocation à décrire le plus finement possible les évolutions de l'océan, pas seulement du niveau de la mer, de l'océan en général. Et il y a une configuration qui quitte un petit peu le domaine hauturier et qui cherche à se rapprocher des côtes. Et dans ce cas-là, c'est la configuration IBI au 36e de degré. Et dans ce cas-là, il y a des endroits et des zones où on ne peut plus se contenter de considérer que la variation du niveau de la mer est négligeable, ou plus exactement, le fond est suffisamment proche de la surface pour considérer que l'hypothèse que je faisais tout à l'heure est fausse. Cette configuration, dans ce cas-là, on revient sur les équations, et au lieu de ne prendre que la maille de surface, on prend des hauteurs variables sur l'ensemble des mailles. C'est décrit dans un papier de référence de Griffiths, et ça nous permet de représenter, avec également un travail de modélisation ultérieure après, de représenter un certain nombre d'ondes de gravité, notamment les ondes de marée, et également potentiellement de surcote. Ça demande également de modifier le forçage de ce type de modèle. Voici un exemple de validation du modèle, où là on retrouve des ellipses pour les ondes M2 et M4 au large enfin, dans la mer d'Iroise, où c'est en noir les ellipses observées, je crois, et en rouge les ellipses modélisées. On est capable de descendre avec un code complet, de descendre depuis les grandes échelles de l'océan jusqu'aux échelles extrêmement locales. Donc dans ce cas-là, on est capable également de prendre en compte les marées et les surcotes. Alors je vais vous parler rapidement de la problématique de ce type de modélisation pour le climat. Donc en climat, bon, comme on l'a vu, on est obligé de parler de périodes de temps longs, hein, de l'ordre de 2 fois le siècle. On aime bien revisiter le XXe siècle et essayer de voir comment ça se projette jusqu'à la fin du XXIe, voire plus loin, bien sûr. Mais c'est ce qui est fait classiquement. Alors, une des questions, c'est sur de telles échelles de temps. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas prendre en compte, pour lesquelles on est obligé de faire soit des scénarios, soit de faire des hypothèses. Hein. Il y a la paramétrisation, les erreurs du modèle qu'on fait en faisant des hypothèses, les erreurs de paramétrisation d'un certain nombre de paramètres très importants, les nuages par exemple, ou je parle de l'ensemble de la modélisation du système climatique, et puis évidemment les scénarios économiques. Donc on est obligé d'effectuer non pas une simulation, mais un ensemble de taille de plus en plus importante si on veut prendre en compte toutes ces incertitudes potentielles. Donc, nécessairement, quand on fait du climat, on a 1 ou 2 ordres de grandeur en termes de résolution par rapport à ce qui est possible de calculer pour des modèles opérationnels qui font quelques jours de simulation par jour réel.
Et donc on est obligé d'avoir des configurations pour effectuer plusieurs milliers de simulations cumulées. Alors, autre chose, et là spécifiquement sur la modélisation du niveau de la mer, même si ce que je vous ai montré auparavant est la manière dont le niveau de la mer est pris en compte dans ces modèles, en termes de diagnostic de sortie, et en particulier pour intercomparer des modèles avec des physiques différentes au niveau international, il y a un certain nombre de diagnostic plus simplifié de la hauteur de la mer, notamment la hauteur stérique dont Benoît a parlé tout à l'heure, hein, qui concerne uniquement la partie variation de densité. Ces diagnostics-là sont utilisés. Alors, évidemment, dans ces scénarios, hein, l'océan n'est qu'un des composants qui vient. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de calotte polaire dans ce modèle-là. C'est le modèle qui est utilisé par Météo France et le CERFAX pour effectuer l'exercice précédent. Hein. Donc, c'est un modèle qui a tourné il y a 3-4 ans. Donc, l'océan est en mode, donc cette fois-ci, 1 degré, c'est-à-dire une maille de l'ordre de 100 à 150 km. Et il y a l'ensemble de ces différentes composantes qui échangent un certain nombre de données pendant ces milliers d'années de simulation que l'on fait. Incidemment, l'ensemble de ces composantes est contrôlé par ce qu'on appelle un coupleur qui est développé chez nous, Oasis. Alors, dans ces modèles-là, les phénomènes, c'est le séculaire, l'interannuel, le saisonnier. À ce jour, les expériences CMIP5 donc, qui ont été produites il y a 2-3 ans ne prennent pas en compte de tourbillons. Alors, j'ai repris un petit peu les différents rapports IPCC qui ont et la manière dont les projections de type fin de 21e siècle sont représentées dans ces rapports. Dans le deuxième rapport de 1995, il y avait une seule figure qui n'utilisait qu'un seul modèle, un modèle anglais en l'occurrence, et qui était, à vrai dire, pas extrêmement informatif. Vous pouvez voir que ça, c'est les projections. À l'époque, il n'y avait pas de véritable scénario climatique, de scénario économique qui était en entrée des expériences. On regardait l'effet d'un doublement du CO2 dans une expérience transitoire. Et on voit que les projections à cette époque-là étaient de l'ordre de... Donc les variations régionales étaient de l'ordre de plus ou moins 50 cm, mais il n'y avait pas de confiance attachée à ce genre de carte, puisque c'était vraiment une expérience un petit peu pionnière à l'époque. Dans le troisième rapport, au tournant des années 2000, cette fois-ci, il y a eu un effort de présenter pour la première fois un certain nombre de modèles qui, vous pouvez le voir, assez peu variables. En fait, c'est plusieurs expériences. Je crois qu'il y a 4 modèles différents, mais qui ont des hypothèses différentes. Hein. Il y a les Anglais, les Allemands, le modèle du JFDL aux États-Unis, etc., les modèles canadiens. Et les estimations sont relativement divergentes, mais il n'y avait pas d'analyse véritable de l'incertitude. Le vrai cap qui a été passé, c'est pour le 4e rapport en 2007. C'est la première estimation multimodèle. Alors l'ensemble, dans cette carte, on voit que l'ensemble des cartes qui ont été produites par les différents modèles, comme ce que je vous montrais sur la diapositive précédente, a été rassemblé dans une seule figure, avec une analyse un petit peu de fiabilité. Les zones qui sont assurées, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont ici, 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 et puis un petit peu ailleurs. Ce sont les zones où la dispersion entre les différentes projections fin de siècle, par rapport à la fin du XXe siècle, sont suffisamment... la dispersion est inférieure finalement au signal que l'on voit. C'est-à-dire que ce sont les seules zones où on peut dire que le signal de projection régionale du niveau de la mer a quelque chose qui se ressemble dans l'ensemble des modèles.
Alors, derrière cette carte, en fait, il y a eu un effort extrêmement important, qui n'est pas un véritable effort scientifique, mais il y a un effort conséquent, et qui a été le fait de mettre à disposition les données de ces différents, pas seulement pour le niveau de la mer, pour l'ensemble des variables climatiques, donc de mettre à disposition sur une base de données publique l'ensemble des données des simulations. Ça, c'est demander un effort extrêmement important de la part des équipes, un effort assez ingrat, mais qui était absolument nécessaire et qui a permis de donner, pour cet exercice et pour le rapport le plus récent, celui de 2013, un exercice qui a permis de donner un certain nombre de résultats beaucoup plus riches, que je ne vais pas passer en revue ici, faute de temps. Mais il y a un nombre de modèles extrêmement important. Hein. Vous avez ici 25 modèles à peu près, hein, qui sont tous avec des standards identiques. Il y a des diagnostics divers qui vont au-delà du simple calcul du thermostérique, etc. Et il y a également eu l'ajout d'effets additionnels, par exemple le signal dû à la fonte des glaciers tel qu'il est ajouté en supposant qu'il ne vient pas interagir avec la dynamique des modèles et en supposant qu'il est donc ajouté au signal de type stérique. Alors il faut savoir que dans la répartition géographique de ces changements, et si on regarde un modèle particulier, hein, c'est quand même le signal stérique dû aux variations régionales de la densité de l'eau de mer qui explique une grande partie quand même de la répartition géographique de ce signal. Donc ces deux cartes montrent en haut à gauche le changement moyen si on prend en compte tous les modèles. Donc c'est une espèce de changement best guess de ce qu'on peut attendre à la fin du XXIe siècle. Ici, la dispersion des différents modèles, mais également, ici, le changement de variabilité, ça c'est la variabilité à la fin du XXe siècle, et le changement de variabilité tel qu'il est représenté dans le multimodèle, donc quand on moyenne l'ensemble des modèles, le changement de variabilité. On voit qu'il y a des signaux saisonniers, donc il y a des signaux régionaux qui peuvent influencer la variabilité du niveau de la mer dans un certain nombre de zones. Hein, de moins 10 à plus 10 cm. Donc la variabilité du niveau de la mer peut être modulée par le changement climatique au cours du XXIe siècle de manière non négligeable. Alors, je vais aller vite, je ne sais pas où j'en suis. En ce qui concerne la variabilité interne de l'océan, alors on parle de variabilité interne, c'est la capacité d'un système à générer lui-même de la variabilité si l'ensemble des forçages qui s'appliquent à ce système est égal ou pas loin par ailleurs. Par exemple, on parle très souvent du caractère chaotique de l'atmosphère, hein, l'effet papillon, et par extension du climat. Mais jusqu'ici, peu de choses enfin, les gens se sont relativement peu posé la question de savoir si l'océan est chaotique. Vous avez ici une illustration donc, de l'océan, c'est un résultat Nemo au quart de degré. Vous avez un certain nombre, c'est pas le niveau de la mer, c'est la vitesse du courant. Mais vous avez un certain nombre d'oscillations dont on peut se demander si elles sont forcées par le vent ou si elles sont générées par la dynamique océanique. Et si oui, quelle est l'implication pour le niveau de la mer? Alors, depuis quelques années, à Grenoble notamment, dans l'équipe du LGGE et au CERFAX, on travaille également sur ces questions-là depuis peu. Il y a des réponses qui ont commencé à être données. Si vous avez à gauche la variabilité observée à l'aide des données altimétriques, la variabilité dans un modèle du quart de degré, alors c'est une échelle log, hein, peu importe, et la variabilité dans un modèle de type climat, donc ça c'est un modèle de type Mercator, disons, et ça c'est un modèle de type climat. Par une méthode qu'on appelle l'analyse de variabilité, on est capable d'isoler dans cette variabilité, dans la variance du niveau de la mer, la partie qui est générée toute seule par le modèle et la partie qui est générée par le forçage atmosphérique. Et si on fait le rapport entre cette variabilité, on s'aperçoit que quand on résout pas, quand on représente pas les tourbillons, l'ensemble est forcé par l'atmosphère. Par contre, il y a des zones qui sont ici en clair, il y a des zones où le modèle est capable de générer de la variabilité tout seul sans qu'il soit forcé.
Ça a mené, ce résultat de Thierry Pinduf a mené à la construction du projet Occiput, qui est un ensemble de 50 simulations de 50 ans. Vous pouvez faire le compte, ça fait plusieurs milliers d'années, au quart de degré. Et je ne vous montrerai pas de résultats. L'expérience est encore en cours. Elle se finira au mois de mars. Peut-être, si vous vous intéressez, vous en entendrez parler. Et il y a aussi une thèse qui a été soutenue la semaine dernière à Grenoble, qui montre que, si on va encore plus loin dans un 12e de degré, mais si on regarde le niveau de la mer, non plus seulement les petits tourbillons, mais si on regarde l'effet intégré à basse fréquence, c'est-à-dire typiquement les fréquences de l'ordre saisonnière et aux échelles quand même relativement importantes, 12 degrés, eh bien, il y a une part non négligeable de la variance qui est expliquée par la variabilité interne. Donc ceci, alors c'est le genre d'approche qui peut se faire uniquement par des modèles. On ne peut pas faire ça avec des observations, évidemment. C'est l'avantage des modèles. Et ça a comme implication que lors des prochaines expériences SEMIP6, probablement un certain nombre de groupes, dont le groupe Météo France Cerfax, produira au moins partiellement des expériences qui prendront en compte les tourbillons. Si vous voulez, ça complète un petit peu la description des incertitudes sur le niveau de la mer. Voilà, je conclus là. Donc les modèles de circulation générale de l'atmosphère ont des représentations de plus en plus complètes du niveau de la mer, hein, que ce soit pour l'opérationnel ou pour le climat, même si il y a toujours, comme je vous expliquais, nécessairement un gap entre les deux types d'applications. Il y a du progrès, on décrit de plus en plus complètement, on se rapproche de ce qu'il y a dans le vrai niveau de la mer, celui qu'on observe dans les margraphes ou même dans l'altimétrie. Pour le climat, donc les contraintes de calcul, mais les choses évoluent, et pour SEMIP6, il y aura plusieurs contributeurs qui ont annoncé leur intention d'inclure la représentation des tourbillons. Et cette importance de la variabilité interne océanique est un sujet émergent. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.